Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club, votre rendez-vous sur Médien TV Afrique au menu. Bien entendu, ce soir, le CHAN, le championnat d'Afrique des nations, des joueurs locaux avec les demi-finales. Ce mercredi à Casablanca, le Maroc face à la Libye, à Marrakech, le Nigeria contre le Soudan. Également dans le Club ce soir, un retour sur la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026 et puis rubrique incontournable dans le club La Liga espagnole. Et les soucis de Zinedine Zidane ont une grande difficulté pour la première fois depuis son arrivée sur le banc de touche du club merengue. Avec nous pour nous parler de tout ça, l'ancien international tunisien, ancien joueur notamment du Raja de Casablanca, Adil Chadli. Bonsoir Adil. Bonsoir. Avec nous également, il est ravi d'avoir un ancien Rajaoui sur le plateau, Reda Allali. Bonsoir Reda. Oui, je suis ravi. Bonsoir. Moi ravi, c'est Amin Rahmouni. Bonsoir Amin. C'est de la désinformation. Pourquoi? Je suis tout aussi ravi, véritablement, parce que je suis un gentil garçon. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Parce que pourtant on peut être gentil garçon et Rajaoui. Bon, quand on est Rajaoui, nous sommes forcément gentils garçons. Oh. Tu n'y arriveras pas. Bravo. Donc les amis, on va parler de beaucoup de choses, du CHAN et bien entendu notre invité ce soir, Adil Chadli, l'un des ambassadeurs du CHAN. Avec avant toute chose, Adil, d'abord, quelles sont tes dernières nouvelles depuis le Raja? Depuis le Raja, je suis rentré m'installer en France. Donc j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Donc aujourd'hui, j'entraîne une équipe dans la région marseillaise. Et, donc où ça très précisément? Au ROV, ça s'appelle Olympique Revenin. Donc c'est une équipe de division d'honneur. Donc malheureusement en France, on est obligé de passer par ces étapes-là. Tu commences par le monde amateur et ensuite tu finis dans le monde pro. Mais c'est malheureusement ou heureusement. Non, heureusement, oui. Non, mais ouais, mais bon. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend du temps. Ça En prend termes beaucoup de d'ambition, temps. c'est ce que tu voudrais faire. C'est-à-dire que tu voudrais être entraîneur d'élite. Oui, oui. Voilà, Moi, c'est ça je suis un l'idée. homme de terrain. Donc même quand j'étais joueur, j'avais cette âme un peu d'entraîneur. Je dirigeais beaucoup les jeunes et moi je ne sais rien faire d'autre, hein, c'est le football. Donc, il y a eu le lancement justement la semaine dernière de la licence CAF Pro. Est-ce que c'est des choses qui pourraient en tout cas vous permettre d'aller un petit peu plus vite? On sait que peut-être au Maroc c'est beaucoup plus simple pour d'anciens internationaux d'arriver à l'élite. Non, mais moi je veux pas qu'on me donne, parce que j'étais international ou que j'ai joué au Raja ou j'étais pro pendant 20 ans, je veux pas brûler les étapes, je veux pas qu'on me donne des choses, il faut les mériter. Donc j'en ai discuté avec des personnes de la fédération marocaine. Moi je suis prêt à passer ma licence A Pro ici. J'ai la licence A UEFA. Ouais. Donc mon objectif c'est vraiment de rentrer en Afrique, d'intégrer la CAF. Ouais. Et d'entraîner une équipe africaine. D'entraîner une équipe africaine, que ce soit au Maroc ou ailleurs, en Tunisie ou un petit peu partout sur le continent. Quel est un petit peu aussi, j'aimerais bien qu'on parle avec vous de votre mission pendant ce CHAN. On vous voit un petit peu partout, vous suivez plein de rencontres et vous êtes, on ne peut pas trouver meilleur que vous déjà pour analyser avec nous, faire un petit peu le bilan de cette première partie de compétition. Quelle est votre mission ? En fait, on a été nommé ambassadeur avec Robert Kidiaba et Nordin Naibet. Donc, par rapport à notre carrière, donc je remercie déjà la CAF d'avoir pensé à moi, parce que j'ai arrêté ma carrière internationale en 2012, après la Coupe d'Afrique au Gabon. Donc, il y a du temps qui s'est écoulé, donc 6 années, et puis on m'a appelé, on m'a donné le titre de légende de football africain. Donc, je suis très fier et honoré par rapport à ce titre, premièrement pour ma famille, puis pour la Tunisie aussi. Donc je suis là aussi pour représenter la Tunisie lors de ce CHAN. Et notre mission est en fait de faire le tour des stades, de suivre les compétitions. Et puis on a beaucoup d'actions sociales. Donc on a été visiter des prisons, on a été jouer dans des quartiers défavorisés sur Casa. Donc c'est des choses que j'aime beaucoup. Voilà, donc moi je suis papa et voir des sourires dans les yeux et voir ces gamins s'épanouir à travers le football, ça peut que me rendre heureux.
Donc je suis très honoré d'être là. Et s'il y a d'autres choses à faire, je le fais avec un grand plaisir. Alors, Reda Allali est présent. Quand on lui parle de Adil Chadli, il a 2 souvenirs. Un très très bon, un avec le Raja et un peu plus mauvais. Et j'étais là. Ouais. Bah, il faut finir avec l'équipe nationale. Non, mais c'est Rades Ramadan 2005, octobre, le fameux 2-2 du ballon qui tombe avec 3 défenseurs. C'est l'égalisation de la Tunisie qui propulse la Tunisie en Coupe du Monde et qui élimine le Maroc de la Coupe du Monde. Cette espèce de balle en cloche. Maintenant, j'ai la question. Est-ce que non, mais bien sûr, c'est pas sa faute. Au contraire, je connais sa question parce qu'on l'a posée 1 million de fois. Mais ça va être 1 million une fois, 1 million 1. Ben oui, devant les Marocains. Est-ce que tu l'as fait exprès? C'est Ma'adallah. Est-ce que c'est un centre-tir? Est-ce que c'est un tir? Est-ce que c'est quoi? C'était. Il n'y avait personne dans la surface, donc j'étais enfermé par Walid Regragui. Ouais. Donc ma dernière solution, c'était de tenter un truc. C'est quoi le truc? D'essayer de lober le gardien. Ah, donc tu fais exprès? Oui. Donc il a fait exprès et moi je vais en profiter. Non, mais je vais en profiter pour essayer de prendre une petite revanche. 10 ans plus tard. Voilà, exactement. Parce que ça nous a effectivement privé une très très belle génération. Une très très belle génération. Non, c'est amusant parce que moi vu de chez nous, il avait perdu la finale de la Coupe d'Afrique 2004. Et ensuite, il y avait un gros match à Rabat, si je ne me trompe pas, où Kharkouli égalise pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Ben non, parce qu'il était dévié. Donc il a été dévié. Un coup franc du milieu de terrain. Voilà. Et ensuite, il y a ce match où on mène 2 fois au score. On était dans la même situation que pour la Côte d'Ivoire, sauf qu'il nous fallait absolument une victoire. Le match ne le suffisait pas, juste pour expliquer aux gens. Et on mène 2 fois au score, si je ne me trompe pas, avec un but de Chemmar. C'était la même situation, Reda, qu'en 2002 au Sénégal. Un match ne suffisait pas. Sauf qu'ils reviennent 2 fois au score et ils vont en Coupe du Monde et bien joué. Non, au Sénégal, il nous fallait. Sénégal, il fallait match nul. Match nul, on perd. Et là, il fallait une victoire absolument. Voilà. Et ensuite, on revoit surgir Adil Chadli. En 2012 avec Fakher, Salhi, Bourzouk et Raja. Il nous fait un très beau passage, Raja, juste en 2 mots, parce qu'il est justement de ce but quand on était tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui. On en reparle. Parce que ces générations, on la voyait tous. Non, vous aviez une génération en or. C'est incroyable qu'on perde 2004 et 2005 2 fois. Mais c'était quand on a vu le tirage au sort, on dit c'est pas possible. Les 2 finalistes de la Coupe d'Afrique se retrouvent dans la même poule avec la Guinée qui était très très forte aussi à l'époque. On dit c'est pas possible, on dit c'est trafiqué ou ils veulent qu'il y en ait un des 2 qui n'y aille pas. Mais c'était à pile ou face, de toute façon. C'était comme ça. Bon, on te pardonne, Adil, pour ça. Parlons maintenant du Chan, les amis, avec bien sûr cette qualification de l'équipe du Maroc pour les demi-finales. C'est le meilleur résultat jusqu'à présent de cette sélection marocaine qui assure et rassure. On écoute tout d'abord la réaction du sélectionneur de l'équipe du Maroc, Jamel Slami, après la victoire face à la sélection namibienne. Le match face à la Namibie est très différent des autres matchs qu'on a disputés jusqu'à présent. Désormais, chaque erreur est synonyme d'élimination et donc nous avons préparé les joueurs psychologiquement car dans ce genre de rencontre, les scénarios sont multiples. On peut encaisser un but dès le début du match ou même à la toute dernière minute. Et même si on marque un but, il faut très bien savoir comment gérer le match. Il y a aussi l'option des prolongations, des tirs au but, et donc nous nous sommes préparés à tous ces scénarios. Bon Adil, comment vous avez trouvé jusqu'à présent, vous qui avez suivi un petit peu toute cette compétition, le niveau de cette sélection marocaine locale? Bon, moi j'ai l'habitude d'être correct, droit et direct. Il y a la sélection avec Hafidi et sans Hafidi. Bien sûr. Voilà. C'est l'analyse du Rajaoui aussi. C'est l'analyse du Rajaoui. Non, c'est l'analyse. Aujourd'hui, je passais de l'autre côté de la barrière. C'est l'analyse d'un technicien qui dit que, comme la Tunisie, elle est Msekni dépendante, l'équipe du Chan marocaine, elle est Hafidi dépendante. Est-ce que tu peux juste, alors, puisque c'est l'occasion, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec Hafidi, puisque tu as joué avec lui? Oui. Hafidi, c'était un jeune, quand je suis arrivé au Raja, c'était un jeune qui venait de nulle part et qui devait apprendre des bases du foot, qui savait jouer au ballon, mais voilà. Moi, j'ai senti avec lui et avec d'autres petits qui étaient dans le groupe, qu'il y avait quelque chose à faire avec eux. Donc, j'ai pris Hafidi sous mon aile
Et je lui ai montré un petit peu ce qu'était le professionnalisme, c'est-à-dire faire des séances supplémentaires, aller en musculation, lui parler de l'hygiène de vie, de sa nourriture, ses temps de repos, que la vie d'un footballeur, le plus important, c'est à l'extérieur. Ce n'est pas l'heure et demie que tu vas passer sur le terrain, mais les 22 autres heures à l'extérieur du terrain. Ouais. Lui, il l'a compris. Au jour d'aujourd'hui, ce qui arrive, je suis fier de lui parce qu'il a même joué avec les A, il a fait une Coupe d'Afrique avec les A. Sachant du milieu d'où il vient et ce qu'il est devenu, pour moi, c'est une fierté de voir ce petit à ce niveau-là. Donc une sélection dépendante pour pas parler que de... Mais moi j'ai une question parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent d'ailleurs. Hafidi a été trimballé un peu dans tous les milieux, dans tous les postes en milieu de terrain. Oui. Quel est selon toi et en attaque aussi, ouais. Mais surtout en milieu de terrain. Il y en a qui disent qu'il est très très bon à gauche, d'autres bien meilleur des attaquants. Selon toi, quel est son poste de prédilection là où il serait le meilleur, il aurait le meilleur rendement en fait? Derrière l'attaquant. Ouais. Donc pas le côté comme gauche. Comme le fait jouer Samy en ce moment. Avec nous, Raja, on était beaucoup. Il y avait beaucoup de concurrence dans l'axe. Il y avait entre Chtaibi, moi, Salhi qui pouvait jouer aussi en numéro 10. Donc c'est Mohamed l'a mis sur un côté. Et là, on a vu qu'il avait un gros volume de jeu. Il pouvait repiquer dans l'axe. Mais chaque fois qu'il jouait derrière l'attaquant, il a tellement un gros volume de jeu et une qualité de passe très très bonne. Même ses déplacements sans ballon entre les lignes, dans les intervalles, il est très très intelligent dans son jeu. Donc pour moi, son meilleur poste, c'est derrière l'attaquant. Donc une sélection marocaine un peu trop dépendante de Hafidi. Pour l'instant, on ne sait pas à quel moment il pourra revenir, en tout cas au sein de cette sélection, après sa blessure dès le deuxième match. À part Hafidi, j'ai bien aimé... le numéro 7, bon, je m'excuse pour les noms, mais Zakaria Hadraf. Celui qui rentre tout le temps. On se pose la question dans la tribune, pourquoi il ne le fait jamais jouer? Non, il a joué, il a été titulaire sauf sur le dernier match. Sauf sur le dernier match. Il est très vertical. Ouais, très vertical. C'est le gars, il prend le ballon et tout de suite, il va jouer vers l'avant. Ouais. Ça, c'est le genre de joueurs qui sont très très intéressants et qui sont percutants et qui peuvent déstabiliser une équipe à tout moment. On a deux joueurs comme ça dans la sélection. Tiens, lui. Il tient un joueur que j'aime beaucoup moins, en plus où il a dit c'est Haddad à gauche, c'est deux flèches. Sauf que personnellement, là où je le rejoins, je trouve que Haddad est beaucoup plus intelligent dans la dernière passe. Ouais. Effectivement, on a des flèches devant. Et il y a votre attaquant aussi que je ne connaissais pas. Ayoub Kaabi qui est jusqu'à présent le meilleur buteur. Juste à ma décharge, ou pas à ma décharge, à mon crédit, que j'avais prédit 7 buts avant le début du champ pour le Kaabi. On en est à 6. On en est à 6. Voilà. Il a prédit Fratron. Voilà. Est-ce qu'il a prédit à l'antenne? Parce que ça, on peut le vérifier. Est-ce qu'il a vérifié? Et tu l'as dit juste dans l'émission? Dans l'émission. Ok, c'est facile. Je te demanderai juste de le corriger par rapport à ça. Je vérifierai d'abord. Je vérifierai d'abord. Non, pas pour toi. Ça va être pour lui pour une agression gratuite. Comment vous avez trouvé des amis, vous, jusqu'à présent, avant de donner la parole à notre ami Hervé Penaud, comment vous avez trouvé le rendement de cette sélection marocaine jusqu'à présent? Moi, je suis très content parce que moi, j'étais de ceux qui étaient convaincus par cette compétition depuis très longtemps. Parce que cette compétition, on va le rappeler, a été longtemps stigmatisée, brocardée, enfin on peut dire tout ce qu'on veut, certains doutaient de son utilité. Certains moi j'ai toujours trouvé que participent pas. Voilà, exactement, des pays n'y participent pas. Comme l'Égypte qui et on a même chez nous, on a longtemps dénué de l'utilité à cette compétition, où on ne savait pas ce que le Maroc faisait. Moi je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une très belle vitrine, et là je me rends compte qu'on a une belle équipe de CHAN, qui nous fait plaisir à voir jouer. Très honnêtement, moi je prends du plaisir. Maintenant, pour le faire rapidement sur ce match contre Namibie, effectivement, je trouve qu'on méritait de gagner. Et on n'avait certainement pas besoin de ce coup de pouce arbitral que j'ai trouvé vraiment inutile. Notamment parce que je trouve, voilà, c'est de l'ami reconnaît. On ne sait pas pourquoi on a refusé le but au Namibien. Certains parlaient de hors-jeu de faute. Je pense qu'il n'y avait ni l'un ni l'autre. Et moi, je maintiens que le premier but n'est pas valable parce que sur la remise de le quartier Al-Kaabi, le ballon roulait toujours, qu'il fallait refaire le coup franc. On n'a vraiment pas besoin de ça. Je pense qu'on a une équipe qui peut aller jusqu'au bout. Et pour moi, ça m'a laissé un petit goût de sang dans la bouche. C'est en tout cas l'avis également de Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain. Pour Hervé, l'équipe du Maroc a les moyens et il ne voit personne d'autre. Il parle même d'un véritable boulevard devant cette sélection marocaine. Hervé. Les Marocains font figure toujours de favoris, parce que là, bon, même si ça n'a pas été très simple sur ce match-là, pas très simple, il y a eu un arbitrage aussi qui a été un peu contestable. Mais il me semble que franchement, de toutes les équipes qu'on voit jusqu'à présent, c'est quand même la plus forte. En plus, les matchs s'accumulant,
Là, vous allez arriver aux demi-finales. La fatigue va commencer à toucher certains organismes, surtout les joueurs qui n'ont pas l'habitude de ce type de compétition où il faut jouer tous les 3-4 jours. Et là, franchement, j'ai l'impression qu'il y a un boulevard aujourd'hui pour l'équipe du Maroc qui n'a pas joué de prolongation, qui n'a pas eu tous ces soucis-là notamment. La Libye, ils s'en est tiré quand même de très très peu, puisqu'ils sont parvenus à battre le Congo à la séance de tir au but. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc peut se sentir quand même très à l'aise avant d'aborder ces demi-finales. Voilà. Reda, pour Hervé, effectivement, et on est tous d'accord, pas besoin d'arbitrage maison pour atteindre le dernier carré d'une compétition, pour la remporter. Mais techniquement, il voit que cette équipe du Maroc est plus forte que les autres. On connaît les joueurs, on sait très bien que des joueurs comme Kerti ou Saïdi, par exemple, au milieu de terrain, ils sont champions d'Afrique. On sait très bien que Hadref, il a une qualité verticale. On découvre Kaby. Il y a un vrai potentiel. Après, ce qu'on peut reprocher à cette équipe, vu des tribunes, c'est lié à sa nature. C'est une équipe qui est faite pour une compétition. Cette équipe est faite pour une compétition. Donc ça peut manquer de fluidité, ça peut manquer de cohérence, ça peut manquer de naturel ou de liant, de cohésion. Et ça, c'est ce qu'on sent. On a l'impression qu'il faut beaucoup d'occasions. Il y a beaucoup. Pourtant, c'est une équipe qui a une colonne vertébrale, qui a 5 joueurs du Raja à chaque fois au départ, en tout cas quand il y avait Jalal, à chaque fois qu'on parle de championnat, je mets de côté le WAC qui a fait un parcours en Ligue des Champions jusqu'au bout. Le Raja fait 15 matchs de championnat et plus 4 matchs de coupe. Ouais. À un moment, il va falloir... 14 matchs de championnat parce qu'ils n'ont pas joué le derby. Voilà, plus les coupes en aller-retour, ça a peu joué. Voilà. On a peu joué dans notre championnat cette année. Pour dire que le potentiel est là, les joueurs, on les connaît, on est content de les voir ensemble, ça fait très plaisir. Ça manque un petit peu de fluidité, peut-être ça va se déclencher en demi-finale. En tout cas, je suis d'accord avec Hervé Penaud, il y a un boulevard et on n'a pas besoin, comme a dit Amine, d'un arbitrage maison pour avancer. Ça met mal à l'aise. Voilà. Moi, je suis mal à l'aise. Arrêtez, on se rejoint sur un point, c'est le plaisir. C'est un plaisir, ouais. C'est vrai, on a beaucoup, et moi je le vois même autour de moi, c'est un plaisir de voir jouer cette équipe-là. C'est-à-dire qu'on a... Pardon ? Elle joue par à-coup. Oui, par contre, peut-être, mais les voir ensemble. De les voir, parce que nous, oui, tu sens, moi, même à nous. l'échauffement, je suis au bord du terrain. Tu sens qu'il y a une cohésion de Non, mais groupe toi, tu entre parles eux. de plaisir des joueurs à jouer entre eux. Moi, je parle de plaisir, nous, Par rapport au public. aller voir jouer, parce que... Mais à un moment donné, le public, tu connais le public du Raja et du Wydad qui fournit le stade. Ils veulent du beau jeu. Et par moment, le terrain, il y a 50 000, 60 000 personnes. T'entends les mouches voler. Voilà, c'est ça. Donc, et dès qu'il y a une action, à un moment donné, s'emballe. comme face à la Guinée, s'il n'y a pas cette erreur du défenseur guinéen, Ça se compliquait. le match n'aura pas été de la même façon. Mais ça, Donc, c'est parti du choix, hein, mais dès qu'ils ont marqué, et là, le public est revenu. Les erreurs font partie intégrante. Oui. Il faut des erreurs pour que les gens marquent des buts. Après, moi, je parle... Mais individuellement et collectivement, le Maroc est au-dessus. Mais après, sur le terrain, il faut le démontrer. Sur et le elle le public, démontre là, par à coup, elle ne le démontre pas face à la Namibie. Elle a montré les 5 premières minutes. J'ai vu les 5 premières minutes, ils ont imposé un rythme, un truc. Je fais, oh là là, je fais aujourd'hui. Et d'un coup, pouc, ils sont éteints. C'était pas le débat. Nous, on parlait, en fait, nous, on a un problème par rapport à cette équipe-là. Enfin, c'est pas un problème, c'est qu'on a un championnat qui est très haché depuis cette année. Et ça fait depuis 2 ans où c'est quelque chose qui est un peu flou. Tu vois, donc on s'est un peu détaché de ces joueurs-là parce qu'ils représentent les joueurs de la Botola. On s'est un peu détaché de cette Botola-là. Il n'y avait plus cet engouement et cette folie qu'on a pu avoir dans les années 2012-2013 où tu étais là. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on sent quand même un public qui est avide de voir jouer ces joueurs-là. Ouais. Tu vois, après, effectivement, on peut... Un public déjà qui est avide de rentrer au complexe Mohamed V, déjà. Ce qui veut dire, parce que nous, en Tunisie... Partout, on aurait joué à Marrakech, je suis sûr qu'on aurait fait aurait fait salle comble, enfin terrain comble. Parce que nous, on aime ces joueurs-là. Non, mais non, en Tunisie, il fait ça, Nabil Marloul, maintenant. Depuis un certain temps, l'équipe A, il y a beaucoup de joueurs qui proviennent du championnat tunisien. Ouais. Et ils démontrent qu'ils ont le niveau. Hein. Donc, mais attendez, vous avez des joueurs expatriés qui sont très très forts aussi. L'idée n'est pas de faire un débat expatrié locaux. Mais là, il y a des très très bons joueurs. J'ai vu des très bons joueurs. Mais même s'ils ne vont pas en équipe A, c'est pas grave, on va dire. Non, mais pour déjà porter le maillot du Maroc, là, c'est une fierté. Mais de les voir déjà évoluer, c'est un gros plaisir que nous. C'est ça le plaisir dont on parle. Et de les voir en équipe nationale et de voir qu'il y a une émulation en fait. Et le public répond présent. Émulation. Exactement. Et on est content de les voir jouer alors qu'il n'y a pas encore longtemps. Moi, je me rappelle de cette équipe-là il y a 3-4 ans. Qui jouait au il y avait personne au stade. Il y avait 200 personnes. Ouais, c'est ce que je C'était des joueurs de la Botola, je te rappelle. C'était les mêmes. Parce que je le répète,
pourquoi il y a un engouement? Parce qu'on est à domicile et que c'est une équipe, je ne connais pas beaucoup, c'est comme l'équipe olympique d'ailleurs qui est faite pour les Jeux olympiques, et ben il y a l'équipe du Chan, l'équipe des locaux qui est faite pour le Chan. Donc si tu vas au Chan, ça peut être une belle aventure, si tu n'y vas pas, l'équipe se délite automatiquement. Et la période dont tu parlais était très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Mais on est aujourd'hui à domicile et on a les joueurs qu'on a dans notre championnat, et je le répète, moi j'ai un vrai plaisir à voir le Kaby par exemple à un autre... avec une autre image, avec un autre maillot, avec une autre ambition, un autre niveau que ce que je vois à Berkane. C'est pas évident pour eux aussi, hein, parce qu'ils ont une pression de résultat aussi. Ah oui. Ils sont dans l'obligation de gagner. Ils n'ont qu'à la gagner. Ils sont dans l'obligation de gagner. Voilà, en plus, ils jouent sur le terrain le plus difficile. Hein. Il y a le public le plus difficile. En fait, le storytelling est magnifique. Tout est fait pour avoir une très belle histoire. Il faut maintenant aller au bout. Je veux dire, par là, c'était pas gagné d'avance. Moi, je me rappelle quand on commence si possible, sans refuser des buts aux adversaires. Oui, effectivement. Et sans nous en accorder des noms valables. Si possible. Ça fait partie du jeu. On a fait une émission ici avec l'organisateur du Chan, on va dire, le patron du Chan. Effectivement, il montrait l'optimisme. Il montrait l'optimisme, mais c'était pas gagné d'avance. De l'engouement populaire, de l'adhésion, cette équipe-là n'était pas gagnée, quoi qu'on veuille. Mais la réussite, même au-delà de cette équipe, la réussite de cette compétition, parce qu'il y a beaucoup de monde dans les stades, beaucoup plus. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir. J'ai vu le match contre la Libye, juste le dernier où il se qualifie. Il y avait effectivement une adhésion à cette équipe libyenne qui m'a fait vachement plaisir. Mais c'était pas gagné d'avance. Donc voilà, c'est-à-dire que cette histoire de désamour qu'on a avec cette équipe-là, ces joueurs-là, on va dire, ne tenait à rien. Pense pas, on n'a pas d'histoire de désamour avec cette équipe-là. Il y avait une histoire de désamour avec la sélection locale, parce qu'on ne connaît pas les joueurs. On a toujours dit que c'est des joueurs qui viennent dans des hôtels 5 étoiles, ils prennent l'avion juste après le match, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, ça ne change rien à leur vie. Et que là, cette sélection locale, ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir, effectivement, comme disait Reda, de pouvoir voir des joueurs, et ne prenons que l'exemple d'El Kaabi, évoluer à un autre niveau, avoir d'autres partenaires. Tu as la mémoire courte. En 2014, encore, permettre à ces joueurs de sortir de l'ombre. En 2014, il faut juste repasser les bandes. Cette sélection-là, pas forcément tous ces joueurs, parce que ça change, ça évolue. Cette sélection-là jouait devant 200 personnes complètement. Oui. Moi, j'ai un point que je voulais Attends, Reda, moi j'avais vraiment décidé aujourd'hui de ne pas donner carton jaune à Amine. Mais là, il vient de m'agresser. Mais non, j'avais la mémoire courte. Et s'il y a une personne qu'il ne faut pas agresser dans cette émission, s'il y a une seule personne qu'il ne faut pas agresser, c'est le patron. Mais le patron, voilà. Demande à ce qu'on dise voilà. Moi, je suis démocratique. Je regarde le foot marocain depuis des années et j'ai vu à un moment le supporterisme un peu s'extrémiser, les débats devenir de plus en plus brutaux et même les mentalités aller vers de la violence, que ce soit verbale et bon, parfois même physique. C'est catastrophique. Moi, je pense sincèrement qu'avoir une équipe du Maroc où il y a des joueurs de tous les clubs apaise un peu les tensions. Moi, je trouve que c'est sympa. Sincèrement, à titre purement de plaisir, ça me fait plaisir de voir des joueurs de clubs qui se font la guerre toute l'année, avoir le même maillot. Ça nous rappelle un peu enfin pas moi parce que je suis pas là-dedans, mais aux gens qui sont peut-être plus jeunes que nous et qui n'ont jamais connu ça descend un peu les tensions. La CAF avait lancé cette compétition, le Chan, justement, pour promouvoir les joueurs locaux, pour leur permettre, c'est ce qu'on dit, on est tous d'accord, même si c'est pas le style de l'émission qu'on soit tous d'accord, de permettre à ces joueurs voilà, exactement, comme ça. Donc je disais, de permettre à ces joueurs de s'exposer. Donc et ça a été l'occasion, en tout cas, dans cette compétition. On ne va pas parler du cas Ben Charri parce qu'on l'a vu ailleurs, on l'a vu en Coupe du Monde des clubs, on l'a vu avec le Wydad. On parle maintenant d'un possible, même si il paraît qu'il y a des soucis de transfert de Yamer en Italie. On parle aussi d'El Kaabi. C'est un peu l'exposition universelle pour les joueurs africains. Là, je parle que du cas du Maroc parce qu'on a plus d'infos du Maroc. Ça permet à ces joueurs d'être vus. Il y a des dizaines et des dizaines de scouts qui sont là pour superviser, pour dénicher l'oiseau rare. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, le joueur pas cher et talentueux, il est en Afrique. Donc c'est un constat qui est fait partout en Europe. Donc c'est vrai que moi, en faisant le tour des stades, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de recruteurs et de représentants de clubs. Donc c'est une occasion pour les jeunes Africains de pays sous-développés, de joueurs marocains, libyens, de pouvoir sortir de leur pays. Et puis de pouvoir gagner un peu d'argent pour leur famille aussi. Donc moi, j'ai découvert qu'il y avait des joueurs talentueux dans chaque nation. Après, voilà, c'est des joueurs qui ne sont pas mis en avant. Donc le Chan est une vitrine pour eux. Moi, je l'ai joué en 2011 lorsque je jouais à l'Étoile du Sahel. Ça a permis à certains joueurs qui étaient avec moi au Chan de crever l'écran et de signer en Europe
dans les 2 ou 3 mois qui ont suivi cette compétition. Donne-nous 3 joueurs, là, puisque tu vois beaucoup de matchs. Hein. Donne-nous si tu étais recruteur pour un club dans une première division européenne, moyen, on va qu'est-ce que tu vois comme bonnes affaires, toi? Laisse tomber l'équipe du Maroc. Non, mais le Marocain aussi, ça serait Maroc, le stopper là, que tu as dit de Jamir. Très bon joueur. Là, il y a l'attaquant. L'attaquant, moi, je ne le connaissais pas, mais sans parler de ses buts. Moi, je ne regarde pas que les buts, je regarde son activité, comment il se déplace sans ballon, dos au jeu. Le numéro 10 du Cameroun. Le 9 du Soudan. Superbe joueur. Ouais, il y a un attaquant zambien. Un petit Angolais. L'attaquant du Soudan. Le petit numéro 13 de l'Angola. Un petit joueur très très vif, box to box. Là, au moment où tu parles, il y a la côte qui fait bzz, 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 bzz. Non, mais après, il y en a qui ont compris. Il y en a qui ont compris et qui ont faim. Et il y en a, ils ont moins bien compris, les pauvres. Donc, il y en a, ils ont compris que c'était vraiment l'occasion pour eux de se montrer. Et en plus, on ne joue pas en Afrique Nord, on joue sur des terrains extraordinaires. Moi, j'ai fait la CHAN au Soudan. J'avais des cloques comme ça dans les pieds. On jouait sur un synthétique qu'il y a dans les quartiers en France. Donc là, ils ont la possibilité de jouer dans des stades exceptionnels, sur des terrains magnifiques. Et tu sens qu'il y en a, ils ont envie. Mais voilà, pour moi, c'est une vitrine exceptionnelle. Donc ceux qui sont contre ce truc... En tout cas, une vitrine exceptionnelle qui va se prolonger jusqu'au dimanche 4 février, le soir de ça les a fait rire, synthétique pourri. Ils en ont malheureusement, tu dois... On avait en première division il n'y a pas si longtemps. Et puis, il faut dire aussi qu'on a un bon public, on ne rit pour rien. Voilà. Ils sont payés. Oui, mon premier match... Celui de Tétouan, par exemple. Non, à Beni Mellel. Ah ouais. Il m'a fait mal, celui-là. Quand ça chauffe. En plus, on a joué en été, juste après Ramadan, il m'a chauffé les pieds. Vous avez oublié le principal terrain synthétique que tu as évité, mais avec une chance de bon Dieu incroyable. Vous vous rappelez celui de Marrakech? Ouais. Al-Harti. Ouais. Non, mais on sentait l'odeur à la télévision. D'ailleurs, son poste, tu sentais l'odeur. J'ai rien contre eux, mais... Et d'ailleurs, avant de finir, les amis, cette première partie, je reviens à l'expérience de Adil Chadli au Raja de Casablanca, parce que souvent, quand d'anciens internationaux qui ont évolué en Europe, ils viennent un peu au Maroc, c'est plus pour les vacances, pour la piscine, les week-ends à Marrakech. Finalement, ça a été ton cas. C'était une grande réussite. C'était une belle aventure. Ouais, moi, c'est l'une de mes plus belles années en tant que joueur. C'est extraordinaire. Alors, ça devait être la fin. Aussi, non, sincèrement, parce que voilà, à l'époque, j'avais 35 ans, 36 ans. Je suis arrivé, j'avais connu Mohamed Fakhir à l'Étoile du Sahel. Je suis arrivé, j'ai subi des insultes extraordinaires. De la part du public, à l'entraînement. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment un vieux de 35-36 ans était venu jouer. On a vite compris quand même. Donc moi, ça, en fait, moi j'aime trop. Ouais, voilà, exactement. Ça a fait l'effet inverse. Donc, oui, ça m'a encore plus motivé et puis j'ai voulu montrer un petit peu... Mais tu t'es vite imposé quand même par rapport au public. Je me rappelle qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps. Non, après jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est... C'est pas que j'ai gagné le respect des gens, c'est que voilà, aujourd'hui, partout où je passe, parce que moi j'ai ce souvenir-là, bon, moi je suis pas Rajaoui, mais j'ai ce souvenir de toi, davantage, mais c'est pas réducteur ce que je veux dire, pour ton professionnalisme, c'est-à-dire que les gens s'attendaient à voir venir véritablement un touriste. Non. Ils ont vu quelqu'un d'extrêmement impliqué. Moi je suis quelqu'un. Donc c'est là où ça. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est ça, qui est compétiteur dans l'âme. Même aujourd'hui. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, tu avais un côté affectif parce que tu as très bien communiqué vis-à-vis du public, tu as parlé de l'ambiance, etc. Et ça, tu veux faire plaisir aux Rajaoui. Non, j'ai voulu faire plaisir à personne. Non, mais tu l'as fait, tu leur as fait plaisir. Non, j'ai vu le constat. Moi c'est ça. J'ai sans langue de bois. Après, on aime ou on n'aime pas. Parfois, on n'aime pas mes sorties médiatiques, mais je suis quelqu'un qui est direct et honnête. Ce que j'ai vu ici, je l'ai vu nulle part. Ce que j'ai vu de la part du public de Raja, je l'ai vu nulle part ailleurs. J'ai fait des derbys quand j'étais à Saint-Étienne, des Saint-Étienne-Lyon. J'ai joué contre le PSG, contre l'OM. J'ai fait des grands matchs. J'ai joué contre le Bayern avec Nuremberg, c'était le derby. L'ambiance que j'ai vue ici, Raja-Ouidet, je l'ai vu nulle part ailleurs. Voilà. Exceptionnel. C'est un beau mot de la fin pour la fin de sa carrière. Comme quoi, même quand on est soi-disant vieux, on a encore beaucoup de choses à donner. C'est un message pour toi. J'essaie d'expliquer à ces jeunes, je leur dis, c'est pas parce que voilà, j'ai encore de belles choses à prouver. Et je le prouve d'ailleurs chaque mardi sur ce plateau. Les amis, on va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie du Club. À tout de suite.
Rebonsoir, bienvenue dans cette seconde partie du club où il sera question maintenant de candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Et si la 5e était la bonne? Avant d'en débattre, je vous laisse avec ce sujet préparé par Julie Rosselin. Une candidature marocaine, mais surtout une candidature africaine. C'est toute l'idée de cette 5e campagne du Royaume pour décrocher l'organisation du Mondial de football en 2026. Car en un siècle de tournois, le continent n'a accueilli la Coupe du Monde qu'à une seule reprise, en 2010, en Afrique du Sud. Et l'Afrique ne doit pas rester à la marge, a plaidé Fawzi Lekja, le président de la Fédération royale marocaine de football. Les responsables du comité marocain, qui sont assurés d'un grand nombre de voix de la CAF, le nouveau système de vote prenant en compte les suffrages des 211 fédérations nationales à travers le monde. Autre point en faveur de cette candidature, la passion et l'histoire du sport au Maroc, où le football est roi, mais aussi la proximité avec l'Europe et le fuseau horaire. Argument majeur face à la proposition rivale, celle conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique, où les équipes devront faire avec des temps de transport à rallonge et les pays européens et africains avec des horaires de diffusion incommodes. Le Maroc veut aussi mettre en avant ses infrastructures, le TGV, les ports, les aéroports, les stades et la capacité hôtelière, et s'appuyer sur une situation sécuritaire des plus sûres. Il s'agit désormais d'ici le 16 mars de boucler un dossier technique béton avant la commission d'inspection attendue au mois d'avril. Verdict le 13 juin prochain. Bon les amis, nouvelle candidature du Maroc, la 5e, quand on le disait, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le président du comité d'organisation, du comité en tout cas de candidature. On l'a fait de la l'ami, en lui posant la question, les gens risquent un petit peu de se lasser et de dire « Ah, quand même, on n'a pas eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, pourquoi on va l'avoir la 5e? Est-ce qu'on a encore les… » C'est comme quand on rate le permis 2, 3, 4 fois, le cas de Julie Rosselin d'ailleurs, à un moment on abandonne. À un moment on abandonne. C'est le carton. À Tanger. Non. Je ne pense pas que quelqu'un puisse louper son permis à Tanger, parce que quand on se promène… les gens respectent le code de la route à Tanger, effectivement. Si elle le passe l'Egba, c'est compliqué. Donc, on oublie le permis qu'on n'aura jamais, Julie Rosselin, et parlons plutôt de ces candidatures. Non, mais ça dépend. Est-ce qu'on parle… est-ce qu'on parle de… Peut-on gagner… Est-ce que cette candidature… peut arriver à son terme. C'est ça la thématique. Voilà. Où est-ce qu'on parle… Arriver à son terme, c'est quoi arriver à son terme? Est-ce qu'on peut l'avoir, quoi? Non, parce qu'il y a deux problèmes. Arriver à son terme, et c'est ça, l'un des enjeux de cette candidature du Maroc, c'est que plus le Maroc franchissait la candidature marocaine, on ne parle pas de pays, mais donc d'une candidature, franchit des étapes, et on a encore deux. La première, c'est le 16 mars, le dépôt du dossier technique, et puis la visite de la commission d'inspection. Plus cette candidature devient dangereuse, parce qu'à un moment, il fallait… L'enjeu pour cette candidature du Maroc, c'était d'être d'abord retenu par la FIFA. Alors, moi, je vais te répondre. Donc, on parle de candidature. Oui. On va rappeler quand même que c'est une candidature, que c'est un vote qui va… le système a changé. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qui va être attribuée par l'ensemble des votants et non pas une trentaine de comités exécutifs. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui change beaucoup, et que tout le monde, y compris les États-Unis, ont une certaine angoisse par rapport à cet inconnu. Oui. Parce qu'il y a un vrai inconnu. Tu pouvais maîtriser 32 votes, je pense qu'il y avait 32. À l'époque, 25 membres votes, du comité exécutif. Tu as du mal quand on va arriver dans les 200, et ça va être le cas. Et surtout, tu avais beaucoup plus de facilité à corrompre 25 personnes qu'à corrompre 200 nations. Donc aujourd'hui, y compris les États-Unis, ont, quand je dis États-Unis, c'est /Canada, /Mexique, la candidature à 3 pays, ont tout fait pour éviter ce vote. Ouais. Voilà. Si on franchit les étapes techniques, le vote va avoir lieu. Alors maintenant, je ne vais pas dire on va l'avoir ou pas, parce qu'on parle des États-Unis. Les États-Unis, il y a quelque chose autour de ce pays qui sort du sport. Non, mais c'est vrai, il y a des considérations de géopolitique, d'influence, de diplomatie. On a déjà perdu face aux États-Unis en 1994. Oui, non, mais les États-Unis de 2018, les États-Unis de 2018 ne sont pas les États-Unis de 1994. On est dans autre chose aujourd'hui. Et ça, effectivement, ça ouvre une porte, je vais être prudent, vers l'inconnu. Et cet inconnu, on ne le connaît pas. Mais est-ce qu'on n'est pas, les amis, dans la peau de celui qui n'a rien à perdre, en fait? Et que
plutôt tout à gagner, hein, parce que moi je trouve qu'il y ait une candidature marocaine, même si on est face à une mastodonte, mais le fait que le monde entier parle de cette candidature, qu'on parle du Maroc, c'est déjà ça de gagner. Mais ça n'enlève rien aux chances. De cette histoire d'image, de machin. Maintenant, on a dépassé ça pour moi. Pour moi, le coup de génie, si tu veux, c'était la première candidature du Maroc. À l'époque, je pense qu'il avait été... pour la Coupe du Monde 94. La Coupe du Monde 94, c'était suite au succès du Maroc en 86. Ouais. Voilà. Ça avait l'air, je me rappelle, de quelque chose d'impossible. Et pourtant, cette candidature qui était vraiment en avance avec sur son feu, temps, Semlali, on s'en souvient, a fini par faire passer... Alors que c'était... Et c'était de justesse, voilà. Perdu face aux États-Unis. Et finalement, l'Afrique l'a eu en 2010, ça n'a pas été le Maroc, ça a été l'Afrique. Mais quelque part, je suis convaincu que cette première candidature a amené cette Coupe du Monde africaine. Voilà. Maintenant, on n'est plus dans cette logique d'image, de machin. C'est bon, c'est admis, on va la faire au Qatar. Mais le fait de passer après le Qatar. Voilà. C'est surtout après le Qatar. Amine. Oui. Non, je vais être plus rapide. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, effectivement, parce que déjà, ça nous oblige à nous mettre à niveau sur pas mal de choses. Entre la première candidature, effectivement, on a présenté des maquettes, et maintenant, je pense qu'il y a eu il y a un gap. Des stades déjà il y a 6. Effectivement, donc il y a une évolution incroyable. Donc déjà là, je te coupe. Tu parles de l'organisation de la Coupe du Monde. Non, on parle juste pas d'organisation. Non, mais je veux dire pas là. De la candidature. Mais mais la candidature doit s'appuyer sur des bases solides. Aujourd'hui, je trouve que nos bases aujourd'hui sont beaucoup plus solides qu'elles étaient à 20 ans. Mais c'est une bonne répétition, le Chan, déjà. Non, c'est une minuscule. Non, mais quand même, tu rentres déjà dans le bain d'une compétition organisée au Maroc. Une canne avant. Il y aura une canne avant, on est en 2026. Voilà, exactement. Oui, il y a le temps. Maintenant, est-ce qu'on peut l'avoir? Qu'est-ce qu'on va dire de plus? On est quand même face à un triumvirat, un monstre, qui est quand même les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui a effectivement une très grosse légitimité infrastructurelle, mais qui peut avoir contre lui effectivement cette histoire de vote, comme vous l'avez si bien dit. Moi, je trouve que ça fait toujours plaisir d'être dans des sphères internationales comme ça, mondiales, où tu as tous les yeux braqués sur toi. Et je reste persuadé effectivement que peut-être que la 5e sera la bonne, ou pas, et qu'à chaque fois qu'on se déclare prétendant à des choses aussi grosses, ça nous force nous-mêmes à aller de l'avant, et c'est déjà pour moi une très bonne chose. Je ne serais pas forcément déçu qu'on ne l'ait pas, mais je serais effectivement très très heureux qu'on l'ait. Pour revenir un petit peu sur en tout cas les points forts de cette candidature marocaine, on parle aussi d'une candidature africaine, c'est vrai, la Coupe du Monde a un siècle, et elle a été organisée une seule fois. Parce que juste pour rappeler un petit peu le contexte, les amis, on est en train de parler de la FIFA, la Fédération internationale des fédérations associées. Donc on a une confédération avec 50 pays, dedans 51 pays, et, voilà, qui est l'Afrique, et qui n'a eu cet honneur qu'à une seule reprise. Alors que c'est un peu le syndicat des fédérations, et cette Afrique-là a le droit aussi d'abriter la plus belle et la plus prestigieuse des compétitions. Elle l'a fait en 2015. Une fois en un siècle. Oui, non, bien sûr. C'est bien, ça suffit. Mais là, ce que je vois, le Maroc est en train de se structurer aussi. Ouais. Il parlait de TGV, de ci, de ça, moyens de transport, les hôtels, les stades qui sont magnifiques. Et il y en aura d'autres encore. Ouais. La passion aussi pour le football. Parce les Marocains sont passionnés, les Africains sont passionnés. Donc, il y a de quoi faire quelque chose, je pense. Ensuite, je pense pas que il faut faire des efforts par rapport au niveau sécurité. Donc, c'est là où il va falloir vraiment travailler tout ça. Et aussi par rapport à la proximité aussi par rapport à l'Europe, ça aussi c'est des avantages qu'on met en avant à chaque fois parce que. Mais aujourd'hui le Maroc est mis en avant. Ils l'ont organisé en 94, les États-Unis, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème de proximité. Maintenant, juste une chose, moi je suis contre. J'y étais, j'ai fait cette Coupe du Monde, il y avait des matchs à midi à 45 degrés, donc forcément, ils ont fait jouer des matchs à midi. Pourquoi ? Pas parce que pour aider les joueurs, c'est parce que c'est 20h en Europe. Au-delà de ça, cette histoire de candidature africaine, moi j'y crois. Moi je pense que c'est une candidature éminemment marocaine. Éminemment marocaine. On vote tout seul pour le Maroc. Oui, non, mais effectivement, il n'y aura pas que les Africains qui voteront pour le Maroc. Besoin des autres aussi. Exactement. Donc pour moi, elle est éminemment marocaine. Moi, c'est pour ça que je te parlais du Chan. Je te dis c'est très important. Est-ce qu'une fois pour l'Afrique c'est suffisant? Je te rappelais juste le nombre de participants en Coupe du Monde. Là, on est 5 maintenant, 5 passes africaines. On était à 1 il n'y a encore pas longtemps. Donc aujourd'hui, voilà quoi. En 78, je vais proposer juste je vais dire deux choses. La première, c'est que moi, j'étais assez convaincu qu'on pouvait l'avoir en 2010. Oui, c'était contestant l'idée qui était très forte et qu'on n'avait peut-être pas perçue à l'époque. Nous, on s'est acharné sur l'histoire, la légitimité du Maroc comme pays de foot. Voilà. Aujourd'hui, on va l'avoir au Qatar, donc on sait que c'était du pipeau. Par contre, ce qui était important de savoir aujourd'hui... il a raison. Ce qui était important de savoir aujourd'hui que Blatter a sauté, c'est que
Blatter avait envie que ce soit l'Afrique du Sud. Pourquoi Blatter avait envie que ce soit l'Afrique du Sud? Parce que l'Afrique du Sud, à l'époque, était représentée par 3 prix Nobel et le fantasme de Blatter était d'avoir un prix Nobel comme eux. Mais c'est vrai, c'est sérieux. Et il a poussé vers ça. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a aujourd'hui à analyser la candidature du Maroc, je ne passe pas la capacité d'organisation, mais la candidature, c'est qu'on est devant un mode de scrutin on va le découvrir. Ça peut être une surprise immense. On n'est plus devant le mode ancien qui était maîtrisé, même qui t'a échoué. On est devant autre chose. Bah, et c'est pour ça que je le répète. Voilà, il y a un véritable risque pour les États-Unis et ils le savent. Aujourd'hui, mon cher Reda, Blatter est beaucoup plus proche des menottes que des prix Nobel. Moi, j'ai été à Zurich, à Zurich pour l'attribution de la Moi, j'ai été à toutes les 4 fois à Zurich. 4 voilà. Là, j'y vais pas. J'étais 4 fois. On était ensemble dans la salle, même si on ne s'est pas rencontrés. Est-ce que tu te rappelles du moment où Mandela rentre? Bien sûr. Voilà. C'est Mandela qui était. Quand Mandela rentre, Mandela, c'est même moi, je lui aurais donné l'attribution. Même moi, je lui aurais donné l'attribution. En 2006, pour la Coupe du Monde, 2006, c'était pas Mandela, c'était Claudia Schiffer. Elle a eu de l'effet aussi. Mandela, Toutou et De Clercq. Non, mais surtout, véritablement, quand Mandela rentre dans la salle, je peux t'assurer que ça a fait son effet. Les amis, parlons maintenant d'autre chose. Parlons de Liga espagnole. Et je le disais au tout début de cette émission, c'est vraiment la période la plus compliquée depuis l'arrivée de Zinedine Zidane au Real Madrid. On a tout vu du Real en une semaine, la défaite à domicile face au club de Leganés, et puis une belle réaction, une très très belle réaction, et ça a une raison, selon Fred Hermel, notre consultant pour le football espagnol, la belle réaction, la victoire 4-1 chez Valence, et la raison, ça s'appelle la BBC. Fred. Très grand match du Real Madrid, et comme par hasard les amis, c'est la première fois depuis avril dernier, donc la première fois cette saison, que Zinedine Zidane a pu aligner les 3 de la BBC d'entrée. Et comme par hasard, c'était l'un des meilleurs matchs de la saison. Benzema a fait un très gros travail pour le premier but du Real. C'est vrai que vous mettez Isco à la place sur cette passe de Marcelo. Isco contrôle, il passe, Cristiano il serait hors jeu. Là, la remise en première intention millimétrique de Benzema fait que automatiquement Cristiano Ronaldo il a un avantage sur les défenseurs font faute et qu'il y a pénalty. Voilà la différence. Et le Real a été beaucoup plus rapide. Pas être rapide dans le football, c'est pas courir plus vite que les autres, c'est jouer plus vite que les autres. C'est jouer en première intention à une touche de balle. Et là, Benzema, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais les 2 premiers buts du Real, c'est Benzema qui fait une passe décisive sur le penalty de Cristiano et qui provoque un deuxième penalty. Voilà. Donc Benzema, Bale et Cristiano sont indispensables. Et bien entendu, qu'ils reviennent au bon moment, puisque il y a la double confrontation contre le PSG. Et que bien entendu, il y aura le 4-3-3 habituel avec la BBC qu'adore Zinedine Zidane. En tout cas, moi, si un jour j'ai un problème, j'aimerais vraiment bien être défendu par Fred Hermel. Parce que lui, il défend, comme Zidane d'ailleurs, hein, Zidane et Benzema pour lui. J'aime bien, il prend une formule, il dit on peut dire ce qu'on veut. Donc moi, je vais dire ce que je veux et dire juste que Marca, je pense, a fait un sondage auprès de tous les sociaux et les amoureux du Real, plus de 90% demandent le départ de Benzema. Plus de 80, on doit être entre 92 et 96. Donc effectivement, on peut dire ce qu'on veut. Mais il y a un peu d'injustice aussi. Oui, ça à Benzema. Moi, j'en suis sûr. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce joueur depuis son époque au Lyon. Maintenant, je dis juste que l'information que remonte Hermel et son analyse, peut-être un peu en adéquation. En sondage, on voit chaque week-end, à chaque fois qu'il rentre, il est sifflé, à chaque fois qu'il. Voilà, donc je dis non, mais quand on peut dire ce qu'on veut, par son propre. Les supporters du Real ne sont pas forcément très contents d'avoir Benzema aujourd'hui dans leur. Est-ce que tu comprends, Adil, que Zidane soit autant critiqué maintenant? C'est parce que pour la première fois depuis son arrivée, le gars quand même, il débute, il gagne 8 titres sur 10 de Ligue des Champions. C'est un peu comme dit Gad Elmaleh, c'est le maximum de la montagne. Sommet de la montagne. Voilà, c'est le maximum de la montagne. Mais voilà, c'est ça hein, le rôle d'entraîneur. Hein. Donc quand tu gagnes, t'es sur le toit du monde. Et le moment où tu perds, t'es plus bas que terre. Donc ça fait partie du métier. Donc, mais pourquoi tu veux faire ce métier du coup? Pourquoi tu veux faire ce métier? Parce que je suis un passionné et ma vie a été faite à travers le football. Mais tu l'as expliqué, quand il arrive au Raja, il est pris à partie par tout le monde, des insultes. Il a tenu à prouver le contraire. C'est un peu ça. Mais Zidane, il est arrivé, c'est un jeune entraîneur, il ne faut pas l'oublier. Il a gagné 2 Champions League d'affilée, il a gagné 8 titres sur 10, comme tu l'as dit. Il a un palmarès exceptionnel. Donc, être dans la difficulté, je pense que ça va beaucoup lui faire apprendre le métier. Donc, quand on parle de Zidane toujours en positif, quelque part, tu es dans ta bulle.
Et là, être dans la difficulté, ça va lui permettre de travailler encore plus, de se remettre en question, puis de voir sa fonction de manager aussi. Est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne, parce que... Mais justement, tu travailles là, pas loin de Marseille, qui est donc le fief un peu de Zidane, même si lui, il est à Castellane. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle ou on voit Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, à court ou moyen long terme? Ils attendent que ça, les Marseillais. Ouais. Et les Français? Mais oui, mais ça va se faire. Aujourd'hui, tu as Deschamps qui est indéboulonnable. Hein, donc, Je crois que c'est 2020, Deschamps. Oui, il a prolongé, là, Deschamps. Ensuite, tu as Deschamps qui est bon aussi. Après, Mais être sélectionneur, c'est un métier de vieux et que je pense que Zidane, aujourd'hui, il a plus besoin de... Deschamps est beaucoup plus Zidane, il fait 60 matchs par an et s'il est sélectionneur, il va en faire 5. Zidane a refusé la sélection à un moment donné. Il était très intelligent dans sa démarche, être adjoint. Il a appris aux côtés de très grands coachs, comme Ancelotti. Et à un moment donné, il a su saisir sa chance. Et surtout, c'est qu'il a gagné la confiance et le respect de son vestiaire. Bien sûr. Donc au jour d'aujourd'hui, quand tu le vois avec ses joueurs, tu te dis, les gars, ils jouent pour lui. Mais on sent aujourd'hui, et c'est un peu ça le problème, il est trop proche de son Ronaldo. vestiaire, il veut mourir avec son vestiaire, il ne veut pas changer. Un coach est là pour à un moment, ses est-ce joueurs. que ce vestiaire, parce que là, par exemple, ce que lui reproche toute la famille madrilène, c'est pas de faire de recrutement. Quand tu vois le Barça, par exemple, ramener Coutinho, etc., Dembélé. Parce que Zidane a réussi parce qu'il est Zidane. C'est-à-dire que Zidane a naturellement, avant même d'ouvrir la bouche, le respect du vestiaire. Effectivement, il a construit encore plus, mais c'est son statut, c'est des joueurs qui l'ont vu jouer. Voilà. Ça n'arrive pas très souvent d'être coaché par quelqu'un que tu as sans doute admiré. On t'a pas raconté qu'il est très fort. Avec qui tu as joué le cas de Sergio Ramos. Parce que quand Benitez se plante, il n'y a pas eu de grosse recrutement. Il n'y a pas eu de grosse couper, mais un très très bon joueur ne fera pas automatiquement un bon entraîneur. Non, c'est justement, c'est pour ça que je veux développer. Donc, tu vas comprendre. C'est pas ça ce que je dis. Je dis pas ça. Je dis que c'est les mêmes joueurs. Et je dis que ces joueurs étaient en sous-performance. Pour une raison X. Ils étaient peut-être pas au maximum de leurs possibilités. Il en a tiré le maximum, y compris par son charisme. Y compris par son charisme. C'est pour ça que la relation, elle est là. Quand il va dire à Pérez, ne ramène personne pour déstabiliser le vestiaire, je te ramène une 3e Ligue des Champions. Voilà, on est là-dedans. On est dans une histoire humaine avec un leader. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est embêté. Parce que qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche de ne pas avoir mis ces gens en concurrence. Pourquoi? Parce qu'il a une relation avec ces gens-là. Il faut se mettre dans sa tête aussi. Il a joué avec beaucoup des joueurs qu'il entraîne aujourd'hui. La relation n'est plus la même. Est-ce qu'il va utiliser les mêmes mots que quand il était joueur ou pas? Il a très bien géré cette relation. Donc c'est ça qui n'est pas évident aussi. Et pour moi, ce qu'il a fait en 2 ans et demi, aucun coach ne l'a fait. Tu es très bien placé pour savoir, Adil, qu'effectivement, il a gagné 8 titres sur 10, bravo, mais le Real Madrid ne peut pas se permettre de faire une année blanche. Ils vont aller au bout à la Champions League. Pourquoi le Real Madrid n'a jamais fait d'année blanche? Non, mais quand tu en mais il vire l'entraîneur. Mais Zidane, il le sait. Quand il signe au Real, Zidane connaît le fonctionnement du Real. Il y a les grands clubs. Et dans les grands clubs, il y a des types de grands clubs. Les très grands clubs. Non, mais même, je parle pas de qualité, je mets pas des ordres comme ça, je mets des natures. Le Real, c'est connu. Tu fais une année blanche, tu sautes. Tu fais ce que tu veux. Non, mais il n'y a pas que ça. Il est très proche du président. Mais Capello, il fait pas Capello, il est viré après avoir gagné un titre. Capello, c'est pas donc beau. Aujourd'hui, on peut comment postuler. il s'appelle l'entraîneur espagnol, il gagne la Ligue des Champions. Vicente Del Bosque. C'est un club qui a besoin de bien plus que des titres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux gagner Zidane parce qu'il fait partie intégrante de l'ADN. Capello, il jouait pas très bien. Voilà, exactement. Mais on peut gagner. On n'a pas le droit de jouer comme ça. Avec Mourinho, c'était la même chose. C'est un club à l'époque de l'ancien président qui disait nous, au Real, on ne recrute pas des joueurs ou des entraîneurs, on recrute avant tout des hommes. Donc on peut postuler que ce genre de club peut garder des entraîneurs qui ne prennent pas de titre sur une année, pas 2, 3, mais ils peuvent aussi virer des entraîneurs qui ont gagné des titres parce qu'ils ne se fondent pas dans l'ADN même de. Oui, si tu vas sur donc Zidane peut rester même en fin de saison. Le Real fonctionne comme ça. Zidane le sait. À la limite, je serais même mal placé de critiquer cette gestion, vu quand on regarde leur palmarès. Non, mais quand tu regardes leur palmarès, ça marche. Le respect. Ouais, ça marche. Ça marche. Comme ça, avec cette exigence de qualité de jeu et de trophées. Ils ont, je crois que c'est le club le plus titré du monde. Donc globalement, on va dire que ça va. Et Zidane le sait. Zidane, quand on lui a posé la question, est-ce que tu vas jouer ta tête contre le PSG, il a dit oui. Il a dit oui. C'est lui qui a dit oui. C'est pas les journalistes. C'est pas comme Wenger à Arsenal. C'est pas comme Ferguson quand il est resté longtemps. Il le sait. Ce club fonctionne comme ça. Voilà. C'est une vue de l'esprit. Je pense que si Zidane pense qu'il joue sa tête contre le PSG, c'est
qu'il partira de lui-même. Je suis certain que si Zidane, moi, honnêtement, je pense qu'il connaît assez bien l'ADN et le comportement même du club pour partir de lui-même sans attendre qu'un Pérez. Pas seulement le PSG, aura beaucoup de difficultés s'il passe pour le match d'après, enfin jusqu'à la. Non, mais aujourd'hui, on va faire le parallèle avec Moutian. La Liga, elle est finie pour eux. Donc aujourd'hui, ils vont se concentrer sur quoi? La Coupe du Roi, c'est fini, la Liga, c'est fini. Donc leur objectif, c'est la Champions League. Et ça, forcément, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Merci les amis pour vos brillantes analyses. Une fois il n'a pas sorti de rouge. Voilà, exactement. La semaine dernière, il a eu son rouge. Merci Adil. C'était un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Tu es le bienvenu quand tu reviens parmi nous ici au Maroc. Merci Amine, merci Reda. On se retrouve les amis, nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du club. Il sera question également du CHAN avec un bilan de cette édition 2018.